Eh bien, pour militariser un pays, il faut d'abord militariser l'esprit des gens. Et militariser l'esprit des gens, ça peut se faire assez rapidement parce que l'opinion publique est versatile, elle change. Et je vous donnerai un exemple, issu de l'histoire évidemment, c'est la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, il y a un leader en France pacifiste qui a énormément d'influence et qui est Jean Jaurès, un socialiste, fondateur du journal L'Humanité et qui, au-delà des frontières, a pu impulser l'idée que le conflit n'est pas quelque chose d'inévitable, qu'on peut peut-être s'en passer. Jean Jaurès, le 29 juillet, et les dates ici ont leur importance, le 29 juillet 1914 est à Bruxelles. Il prononce ici son dernier discours au Cirque Royal et il y a là une foule enthousiaste qui considère qu'il a là la bonne formule, il faut éviter la guerre, il ne faut pas aller se battre contre les autres prolétaires qui sont de l'autre côté de la frontière. Et la foule sort du Cirque Royal en criant « Guerre à la guerre !» et traverse tout Bruxelles en un cortège spontané. Jean Jaurès rentre à Paris et le 31 juillet, il est assassiné. Son assassin ne sera jamais... il est retrouvé, il est mis en prison, mais à la fin de la guerre, il est déjà sorti de prison, parce que dans le fond, c'est pas très grave, un leader pacifiste, méfiez-vous. Hein. Donc, il est assassiné le 31 et le 4 août, la guerre commence. Et ici, en Belgique, par exemple, il n'y a pas une seule voix discordante pour refuser la participation à la guerre. Tout le monde est unanime derrière le roi pour participer à la guerre. Donc l'opinion publique a pu, en très peu de jours, ici on voit entre le 29 et le 4, l'opinion publique a complètement changé. Et il faut donc militariser les esprits si on veut militariser le pays. Alors vous avez fait allusion au principe de la propagande de guerre. Eh bien, comme historienne, je peux vous dire que ces principes, ils sont à l'œuvre depuis Jules César jusqu'à nos jours. Et je vous rappellerai quelques-uns de ces principes. On ne va pas les appliquer à la situation actuelle, mais vous allez pouvoir les appliquer. Premier principe, il faut dire que nous sommes des pacifiques. Nous ne voulons pas la guerre. Le deuxième principe est évidemment, s'il y a quelqu'un qui veut la guerre, c'est l'autre. Et c'est l'autre qui a commencé, c'est l'autre qui nous envahit, c'est l'autre qui a tout le poids de la guerre sur ses épaules. Troisième principe, très important aussi, c'est que le camp adverse est dirigé par un fou. Alors, pour la Première Guerre mondiale, c'était l'empereur d'Allemagne, le Kaiser. On le présentait comme un malade mental, un sadique, etc. Et puis, pour des guerres plus récentes, ce sera Saddam, ou ce sera Kadhafi, ou ce sera... non, je n'ai rien dit. Un autre principe très important, c'est de dire que les autres font des atrocités, nous pas, naturellement. Nous avons des armées humanitaires que tout le monde adore, qui sont vues comme des armées de libération, tandis que les autres, ils font des atrocités. Si on reprend l'exemple de la Première Guerre mondiale, eh bien, très sincèrement, les Belges, les Français, les Anglais ont cru aux bobards de guerre, aux mensonges de guerre qui étaient diffusés. Et notamment que les soldats allemands avançaient en coupant les mains des bébés belges. Ils faisaient des collections de mains, de pieds. C'est ce que disait la propagande, relayée par des grands esprits des médias. Je pense à Émile Verhaert, un poète très célèbre, qui disait que dans les poches des soldats allemands, on trouvait des petits pieds. Les gens ont cru ça. Les ennemis font des atrocités.
Alors la réalité qu'elle est telle que dans toute guerre, il y a des atrocités, dans tous les camps. Il n'y a pas, malheureusement, le camp des gentils et le camp des méchants qu'on pourrait facilement séparer. Un autre principe de la propagande de guerre, c'est que eux, ils emploient des armes qui ne sont pas des armes convenables. Nous, on fait la guerre comme des chevaliers, hein, honnêtement. Mais eux, pas. Par exemple, eux, ils emploient des mercenaires. Nous, on emploie parfois des combattants internationaux. Mais ce n'est pas la même chose, hein, c'est autre chose. Alors, on pourra continuer à voir les différents principes, mais je pense que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ces principes, ils sont toujours à l'ordre du jour. Quand on a ce schéma en tête, eh bien, on comprend, quand on allume la télévision, quand on ouvre le journal, qu'il s'agit évidemment de cette même propagande. Parce qu'il n'y a pas un camp qui fait de la propagande et l'autre pas. Tout le monde, dans tous les pays, fait de la propagande. Ce n'est pas le propre des régimes dictatoriaux, totalitaires, etc. Non, chez nous aussi, on fait de la propagande. Si vous voulez un exemple, au lieu des petits pieds coupés par les méchants Allemands, nous avons eu, il n'y a pas tellement longtemps, les soldats irakiens qui tuaient les bébés koweïtiens en les arrachant de leur couveuse. Après, on peut dire aux gens, vous savez, c'était une blague, hein, c'était un truc qu'on avait inventé, mais la guerre a bien été là. Et je ne vais pas vous passer en revue tous les principes, mais le dernier est important. Le dernier, c'est que si vous n'adhérez pas à la propagande, c'est que vous êtes un agent de l'ennemi. Et donc, les pacifistes de la Première Guerre mondiale, comme Romain Rolland ou d'autres, ils ont été accusés, évidemment, d'être des agents allemands. Et puis, à chaque guerre, on change, disons, le titre, mais le principe revient. Et si aujourd'hui, vous dites, mais dans le fond, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a que les autres qui ont tort et nous qui avons raison? Comment? Mais vous êtes alors un agent de l'ennemi. Le principe est resté, évidemment. Et pourquoi cette propagande marche si bien? Pourquoi elle a tellement de relais? Eh bien, j'en reviens un peu à l'exposé de ma collègue. En fait, à qui appartiennent les médias? Ça, c'est la première chose à laquelle il faut s'interroger. Regardez, allez voir sur Internet, qui est-ce qui a le Vif l'Express? Ça appartient à qui? Qui a le journal Le Point? Qui est-ce qui a le journal, etc. Qui est-ce qui a les chaînes de télévision? Et à ce moment-là, on comprend évidemment que c'est lié aux industries, notamment et surtout de l'armement, et que ces gens ont tout avantage à vous faire croire que la guerre est indispensable et qu'il n'y a pas une autre solution. Je vous remercie.